Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Défense. Et pour commencer l'actualité, bien évidemment, tour d'horizon avec vous, Chani Guidalia. Les dernières informations, elles nous viennent de Gaza. On est autorisé à dire que visiblement, il y avait le commandant de la brigade de Rafah et le porte-parole de l'aile militaire du Hamas à l'intérieur du tunnel attaqué hier. Exactement, et d'ailleurs les renseignements étaient clairs. On savait que les hommes de Sinoir opéraient dans les tunnels près de l'hôpital européen, près de Khan Younes. Donc l'armée a commencé à cibler, à larguer des bombes de 1 tonne chacune sur la zone. Et comme les frappes se poursuivent, elles empêchaient aussi toute personne qui tentait de venir dans la zone, elles les empêchaient de s'approcher. Pourquoi ? Le but, c'est d'empêcher que les personnes puissent sauver les personnes coincées sous les décombres, s'il y en avait. Donc dans tous les cas, s'ils n'ont pas été blessés ou tués par l'explosion elle-même, à ce moment-là, ils ont été asphyxiés par les gaz toxiques qui ont été émis par les missiles. Et pour la première fois depuis longtemps, on voit que Israël prend des mesures opérationnelles tactique pour atteindre tous les objectifs qui ont été fixés. Donc la pression, elle est exercée de manière continue et elle est exercée avec l'intensité nécessaire pour atteindre chacun de ces objectifs. Et on n'a pas encore la confirmation que Mohamed Sinwar a été éliminé. C'est encore en point d'interrogation, mais on sait que le Mahat, le commandant de la brigade. Commandant de la brigade de Rafah, Mohamed Chabaneh, et également Abu Obeida, le porte-parole des brigades Al-Qassam, étaient présents dans la zone qui a été ciblée. Autre actualité, rapidement, les Houthis qui continuent de tirer, notamment ce matin, 7h40 du matin. Oui, et ça fait donc 3 missiles balistiques en moins de 12 heures. Donc les Houthis qui continuent de tirer des missiles par à-coup, et comme la distance et le manque de renseignements ont conduit à Israël à devoir agir de façon rapide. Donc en fait, ils ont utilisé entre guillemets Avichai Edri, qui est le porte-parole de Tzahal en langue arabophone, ils l'ont utilisé comme force de dissuasion. C'est-à-dire que la semaine dernière, quand un missile a été tiré, ils ont demandé à Avichai Edri d'émettre un message d'avertissement, demandant d'évacuer les ports de 3 ports, et c'est encore un même message d'avertissement qui a été émis. On ne sait pas encore si Israël va attaquer ou pas, mais en tout cas la force de dissuasion est plus ou moins rétablie. Merci Chani Guidalia. Alors je pose la question d'abord à mon premier invité, Ouzi Rabi. Vous êtes stratège et chercheur au centre Moshe Dayan. Première question d'abord sur Mohamed Sinwar. Est-ce que ça va changer la donne ou, comme celle de Yahya Sinwar, ça va le ralentir mais pas plus? Il aura un remplaçant, ça c'est certain. Peut-être Chabaneh, peut-être Azadine El-Haddad, attendons de voir. Moi, je veux croire que cela créera un changement tactique. Peut-être un accord sur la libération d'otages, parce que Mohamed Sinwar était un véritable faucon, était très extrémiste sur certains plans. Est-ce que cela donnera plus de force à Khalil Raya et à des gens qui sont en dehors de la bande de Gaza? Il va falloir attendre et voir. Mais il faut se souvenir qu'on est face à une organisation terroriste, et pour lutter contre une organisation terroriste, il faut de la patience, il faut de la constance. Oui, mais sauf que le même organisme, l'organisation terroriste, aujourd'hui, négocie directement avec les États-Unis. Il a gagné en puissance, en légitimité. J'aimerais compléter, si vous le permettez. C'est un coup dur sur le plan opérationnel pour le Hamas, parce que Mohamed Sinwar avait son importance, mais il faut voir cela comme la destruction d'un autre mur porteur du Hamas dans le cadre d'un processus plus long. Ce qu'on voit avec le président Trump, c'est quelque chose sans précédent. Sans précédent, parce que si vous me posiez la question, je dirais que c'est un nouveau réalisme, une nouvelle réelle politique. On prend des ennemis passés, on les place sous le parapluie d'une normalisation ou des accords d'Abraham, ou quand on parle du Hamas, essayer de parvenir à des ententes, tout cela pour promouvoir ce que le président Trump a dans la tête. Et ce qu'il a dans la tête, c'est une plateforme économique régionale d'envergure. Alors ça ne me réjouit pas forcément, mais il faut dire la vérité.
Trump met en place plusieurs démarches qui ne correspondent pas exactement à ce qu'Israël souhaiterait, mais c'est le président des États-Unis, il ne représente pas Israël, il défend ses propres intérêts. Et nous sommes vraiment à un carrefour, c'est-à-dire que si les intérêts des Américains sont différents des nôtres, Israël devra décider de la manière de réagir. On ne pourra pas dire oui à tout. Ozi Rabi, vous êtes un stratège, vous parlez parfaitement arabe et vous comprenez la culture arabe. De l'autre côté, il y a un président business is business, follow the money, je suis le dollar, et il ne parle pas arabe. Ça fait beaucoup quand même. C'est vrai, mais je vous dirais quelque chose à son sujet. Même s'il ne parle pas arabe, il a des intuitions très fortes pour créer des liens avec ses dirigeants du Golfe. Beaucoup est une question de relations personnelles. Il ne leur demande pas de faire des pas en faveur de la démocratie. Il est contre l'Iran, ils ont beaucoup d'argent. Et c'est cela qui intéresse le président Trump. Et j'espère et je crois que, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, il n'a pas laissé tomber Israël. Ça, je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, il est en train de créer une plateforme régionale. Si Achara intègre les accords d'Abraham, eh bien, on n'aura pas besoin d'embrasser le président syrien. Mais il s'agit d'ententes qui auront un bénéfice sécuritaire. Je sais que dans le sud de la Syrie, il y a beaucoup d'ententes entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Émirats et Israël. Comment faire de cette région une région moins dangereuse? C'est cela qui est vraiment important pour Israël. Alors, si on a une normalisation, eh bien, on asphyxie complètement l'Iran. Rapidement, parce qu'après, on va passer à un autre sujet. Le 7 octobre est intervenu parce que l'Arabie Saoudite était sur le point de signer une normalisation. Est-ce que demain, avec la Syrie et d'autres qui pourraient signer, est-ce que l'Iran ne va pas tenter justement son barreau d'honneur? L'Iran n'a pas les capacités qu'il avait. Il ne dispose plus de son axe du mal. Avec qui l'Iran va attaquer? Sa défense aérienne est très faible. J'ajouterai une chose. C'est le moment d'attaquer l'Iran, pas de conclure des accords. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Parce que c'est un pays... Oui, effectivement, mais là aussi, il faudra voir. Reste avec nous, Ozi Rabi, parce que j'ai demandé à Shani Guidalia justement de nous préparer au fil des derniers mois les grandes dates militaires des opérations israéliennes dans la bande de Gaza. Suivez mon regard, est-ce que l'opération, en quelque sorte, Charles de Gédéon, va avoir lieu? D'abord, résumé des faits, et ensuite on en parle. Plus de 2 semaines après les massacres, l'armée israélienne entre dans la bande de Gaza. Une opération terrestre inédite avec 2 objectifs, sauver les otages et éradiquer le Hamas. L'armée entre progressivement dans le nord avec un appui aérien pour détruire les infrastructures terroristes. La soldate Ori Megidish est sauvée dans le nord de Gaza lors d'un raid conduit par le Shin Bet et le Yamam, l'unité d'élite de la police israélienne. C'est le premier succès opérationnel israélien concernant les otages. Israël annonce vouloir entrer dans Rafah, dernier bastion du Hamas, où des otages seraient détenus. Mais l'opération est suspendue. L'administration Biden redoute une catastrophe humanitaire. Dans un immeuble en plein cœur de la ville, les forces spéciales israéliennes sauvent Fernando Marman et Louis Har, 2 otages israélo-argentins. L'opération coordonnée par le Yamam et le Shin Bet est menée avec précision. Nommée en hommage à Arnon Zamora, officier tué en mission, cette opération est l'une des plus audacieuses de la guerre. En plein jour, à Nuseirat, 4 otages sont libérés. Noah Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meirjan et André Kozlov. L'assaut est rapide et l'opération est saluée comme un exploit militaire. À l'approche des forces israéliennes dans la zone, 6 otages israéliens sont assassinés par le Hamas, soit 48 à 72 heures avant la découverte de leur corps dans un tunnel à Rafah. Eden Yerushalmi, Ersh Goldberg Pauline, Ori Danino, Alexander Lobanov,
Carmel Gat et Almog Saroussi. Quelques jours après la fin de la phase 1, le commandement sud et les renseignements affirment que le Hamas va frapper. Tsahal reprend ses frappes et incursions terrestres limitées. Le cabinet de sécurité israélien approuve un plan, char de Gédéon. Objectif, reprendre le contrôle de l'ensemble de la bande de Gaza. Tsahal rappelle plus de 60 000 réservistes, plus de 580 jours de guerre, la plus longue de l'histoire d'Israël. Zerbi, est-ce que l'opération char de Gédéon va avoir lieu ou pas? Je pense qu'on en est à un point critique. Et contrairement à ce que je disais auparavant, là, il y a une question binaire, c'est-à-dire que si il n'y a pas d'accord, il faut qu'il y ait une offensive. Israël ne peut pas garder tous ses réservistes sous tension sans lancer une opération. Donc, là, on en est au point le plus important et à mon avis, oui, il y aura cette opération. À mon avis, il y aura cette opération. Et je pense que le Hamas ne pourra pas accepter un quelconque accord qui dit qu'il sort de la bande de Gaza, dépose les armes. C'est quelque chose que, à mon avis, le Hamas n'acceptera jamais. Or, voilà, c'est ce qu'Israël demande. Oui, mais à partir du moment où les premiers chars vont commencer à être activés, il va dire « Attends, on s'arrête, on libère 8, 9, 10, on s'arrête pendant 70 jours et on reprend. » Sauf qu'on ne peut pas garder 60 000 réservistes comme ça. Oui, effectivement. Alors, c'est très intéressant que vous disiez cela, je suis d'accord avec vous, mais Israël doit dire les choses de la manière suivante. S'il y a un accord, eh bien, on acceptera un accord. S'il n'y a pas d'accord, eh bien, on va lancer cette opération et tous les territoires qui sont conquis, qui sont pris, ne seront pas rendus, même dans le cadre de négociations. Il faut comprendre que le Hamas est dans une situation de détresse parce que il sait que cette fois-ci, Israël vient avec une recette complètement différente. Pas seulement une recette militaire, mais une recette aussi civile. Et il s'agit de prendre le contrôle civil des mains du Hamas. Et donc, le Hamas a libéré Idan Alexander sans contrepartie. Ça n'est pas seulement pour faire plaisir à Donald Trump, c'est pour empêcher les chars de Gédéon. Et pourtant, avec toutes les discussions que je mène avec des officiers, ils me disent tous, le Hamas a le temps. Le Hamas a encore des vivres. Le Hamas mène la vie encore à Gaza. Ils ont des provisions pour eux. Mais s'ils ne distribuent pas ces provisions aux civils, il n'a plus de pertinence. D'où vient sa force? C'est parce que c'est une sorte de mafia. Comment il a bâti sa force? C'est parce que c'est le Hamas qui distribue la nourriture dans la bande de Gaza. À partir du moment où c'est quelqu'un d'autre qui le fait et plus lui, eh bien les Gazaouis, et il y a de nombreux Gazaouis qui ont des comptes à régler avec le Hamas et notamment des clans, eh bien cela changera la situation. La bande de Gaza n'est plus ce qu'elle était. C'est pratiquement la moitié du territoire puisque Tsahal se trouve dans le centre et le Hamas est sous pression. Il y aura des endroits où il y aura une distribution de vivres, d'aide humanitaire sur une base personnelle et pas de groupe. Eh bien, peu à peu, on détruira aussi encore des capacités du Hamas. On arrivera à montrer au monde et à nous montrer à nous-mêmes que tous ceux qui disaient le Hamas, on ne peut pas le vaincre, c'est impossible, qui ont émis toutes sortes d'idées, eh bien, qu'ils prennent ces idées. C'est des idées qui peuvent fonctionner en France, en Europe, aux États-Unis. Dans la bande de Gaza, le Hamas n'aura plus le pouvoir. C'est ça qui est important du point de vue d'Israël. Et il faut bien comprendre qu'Israël ne peut pas, après le 7 octobre,
laisser le Hamas présent dans la bande de Gaza, puisqu'on sait qu'il va se reconstruire. Et le Hamas dit lui-même qu'il veut perpétrer des nouveaux 7 octobre. Comment est-ce qu'on pourra regarder dans les yeux de tous ceux des familles de tous ceux qui ont perdu leur vie? Il nous reste 15 secondes. Le gros problème, c'est qu'il y a un président américain qui ne veut pas de cette opération militaire. On fait quoi? Vous avez raison, je ne pense pas qu'en fin de compte, Trump, ce soit un juste parmi les nations, ça n'est pas un bon samaritain. Mais il faut savoir comment jouer le jeu avec Trump, parce que les États-Unis voient Israël d'une manière un peu différente des autres pays. Il y a un lobby très fort, il y a les évangélistes, et Israël doit agir de manière intelligente. Comment être sur le bon plan pour le président Trump? Merci beaucoup, Ozi Arabi, et comme on dit en yiddish, shukran aktir. Merci, Ozi Arabi, ça vous fait sourire. On enchaîne cette émission avec la décision des autorités suisses d'interdire à partir de demain, du 15 mai, le Hamas sur son territoire. Océane, Nicole, bonsoir. Vous avez les détails exactement de ce qui est en train de se décider du côté de la Suisse. Oui, une mesure qui s'applique dès demain, Mathias, dès ce jeudi 15 mai, où le Hamas sera donc officiellement interdit en Suisse. Alors concrètement, qu'est-ce que cette interdiction va permettre au pays? Eh bien, ça va permettre aux autorités suisses de se doter de moyens pour contrer et lutter contre cette organisation terroriste. Ça va permettre aussi de faciliter les activités policières justement contre le Hamas. Et puis un autre point qui est important pour la Suisse, c'est que ça va permettre de considérablement interdire ou du moins compliquer l'utilisation de la place financière suisse par le Hamas pour son financement, alors qu'on sait que c'est une préoccupation qui est majeure justement pour le pays. Grâce à la nouvelle loi, je cite, il sera aussi plus difficile pour le Hamas d'utiliser la place financière suisse pour son financement. La Suisse qui renforce sa sécurité intérieure et contribue ainsi au respect du droit international. Alors la Suisse franchit donc un cap en interdisant le Hamas et en considérant donc cette organisation comme terroriste. Elle rejoint le pas d'Israël, des États-Unis, de l'Union européenne, mais aussi du Canada, qui ont fait de même et qui ont placé donc le Hamas sur la liste des organisations terroristes. C'est en revanche pas le cas pour l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine ou encore la Russie, aussi la plupart des pays arabo-musulmans qui ne considèrent pas, eux, le Hamas comme une organisation terroriste. Merci beaucoup, Océane, Nicole, pour ces précisions. Alors, je reçois mon invité. Merci, monsieur l'ambassadeur de Suisse en Israël, d'avoir accepté notre invitation, parce que c'est très important, parce que c'est une décision historique. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, vous pouvez d'abord nous expliquer pourquoi une telle décision? Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Il faut savoir que la Suisse n'a ni la tradition, ni la base légale d'interdire des groupes terroristes. On a fait une seule exception, c'était en 2014, après une décision du Conseil de sécurité. Le Parlement suisse a dû créer une loi spéciale pour interdire Al-Qaïda et l'État islamique. Donc, le cas de Hamas était différent et difficile parce qu'on n'avait pas une décision du Conseil de sécurité. Mais le fait que Hamas a tué 1200 personnes en Israël le 7 octobre et dont d'ailleurs 2 Suisses qui étaient tués et a pris plus que 250 otages était un tel choc que le gouvernement suisse, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé d'élaborer une loi fédérale interdisant le Hamas. C'est une décision stricto sensu suisse ou c'est un travail de concert avec Israël? Non, c'était vraiment une décision du gouvernement et après du Parlement. Pour moi, c'est un signal très fort de solidarité vis-à-vis Israël, vis-à-vis les victimes, mais c'était vraiment une décision du Parlement
et du gouvernement suisse. Et bon, la loi est bien sûr une loi suisse, l'implémentation est donc dans les mains des autorités fédérales suisses, mais on a certainement besoin d'une coopération avec des autorités étrangères. Notamment en termes de renseignement, j'imagine. Absolument. Absolument. Et aussi blanchiment de l'argent, par exemple. Là. Alors on va en parler. Ouais. Simon Geisbühler, concrètement dans les faits, à partir de ce soir, minuit, qu'est-ce qui va changer? Bon, plusieurs choses. Premièrement, la loi diminue la menace d'activité criminelle, terroriste en Suisse et réduit, et ça c'est important, le risque que le Hamas utilise la Suisse comme zone de repli. Ça, c'est important. Elle facilite l'adoption de mesures de police préventives et facilite aussi la poursuite pénale. Quand vous dites préventive, c'est-à-dire mesures administratives? Oui, absolument. C'est intéressant. Beaucoup plus facile avec cette loi. Avant, ce n'est pas vraiment possible. Maintenant, c'est possible avec cette loi. Et je vous laisse finir, pardon, vous étiez en train de... Vous avez parlé des conséquences, vous m'avez posé la question concernant les conséquences. Alors, quiconque contrevient à cette interdiction peut être puni d'une peine privative de liberté de 20 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Alors, là, il y a vraiment des conséquences. Ça veut dire que... Ce qui m'intéresse, moi, c'est que, vous savez, le Hamas est un mouvement, mais il y a beaucoup de ramifications tout autour du Hamas. Est-ce que, concrètement, les finances, les comptes en banque, les ONG vont être aussi gelés? Bon, je commence avec les finances. Oui, c'est possible de geler des avoirs de Hamas en Suisse. Ça, c'est possible avec cette loi. À ma connaissance, il n'y a pas aujourd'hui des comptes bancaires de Hamas en Suisse. Ça serait quand même très surprenant parce que la législation suisse dans cette matière était considérablement durcie les dernières années. Et des ONG, des filiales, des opérations écrans? Ça pourrait être le cas, mais ça dépend. La loi est une loi contre Hamas. Mais elle parle aussi des organisations apparentées. Eh oui. Alors, des organisations qui sont particulièrement proches du Hamas. Les organisations apparentées ne sont pas automatiquement interdites par cette loi, mais ils peuvent être interdits s'il y a une décision du gouvernement. Alors, le gouvernement suisse doit démontrer cette proximité particulière d'une organisation avec Hamas. Le gouvernement ou un avocat? C'est-à-dire que si un dépôt de plainte est fait pour prouver qu'une ONG est liée de près ou de loin avec le Hamas, c'est une décision qui sera prise ensuite par la justice ou devra être votée par le Parlement? Non, ça doit être une décision du gouvernement suisse et après le gouvernement suisse doit consulter les commissions de sécurité de politique de sécurité des deux chambres du Parlement. Pour interdire une ONG? Pour interdire une organisation apparentée, absolument. Et concernant les comptes en banque, j'imagine? Là, c'est dans la loi. Alors, s'il y a des preuves qu'il y a des finances qui appartiennent à Hamas, ils peuvent être bloqués sous cette loi. Est-ce que on peut imaginer que demain, d'autres organisations terroristes vont suivre après cette interdiction-là? Comme j'ai expliqué tout au début, c'était vraiment un pas extraordinaire. On n'a jamais fait. C'était vraiment à cause de ce qui s'est passé ici en Israël le 7 octobre. Et je pense que le Parlement va être assez réticent de continuer d'interdire des groupes terroristes. Parce qu'il y a quand même aussi une conséquence dont on n'a pas parlé, la conséquence que la Suisse joue dans beaucoup de conflits le rôle d'une médiatrice. Exact. Mais c'est clair, si vous interdisez une organisation, c'est très difficile pour la diplomatie suisse de faire des back-channel diplomatie et de la médiation. Monsieur l'ambassadeur, dans un monde global, il faut trancher dans le vif. C'est exactement ça. Et là, le Parlement, le gouvernement ont tranché, c'est le trade-off. Pour nous, c'était plus important ici d'interdire le Hamas que de jouer peut-être un rôle de médiateur. Je ne peux pas terminer cet entretien, bien évidemment, il va y avoir l'Eurovision. Ouais.
il y a une décision très claire des autorités. Vous avez arrêté immédiatement celui qui a fait un signe, un militant pro-palestinien, le signe de d'égorger véritablement avec son pouce la chanteuse israélienne. Ça prouve que la Suisse est sur le qui-vive. Oui, alors je ne peux pas vous dire grand-chose sur l'Eurovision parce que ce n'est pas vraiment la Suisse qui est l'hôte de cet événement, c'est la European Broadcasting Union est l'hôte, c'est vraiment le canton de Bâle. La Suisse est un pays très fédéral, très fier de son fédéralisme, mais deux choses qui sont très claires. Premièrement, la sécurité de tous les participants et surtout de Yuval est une priorité. C'est très clair, je le sais, les autorités prennent ça très, très au sérieux. Merci Simon Guesbühler de nous avoir honoré de votre présence, ambassadeur de Suisse en Israël, d'avoir répondu concernant l'interdiction du Hamas en Suisse. J'espère que vous reviendrez bientôt si les choses évoluent. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette édition de Défense. On se retrouve très vite. L'information continue, bien évidemment, sur notre antenne i24 News.